Et pour terminer cette émission, le témoignage de Nizar Sassi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Vous avez, Nizar, 26 ans et vous étiez l'un des 7 détenus français de la prison de Guantanamo sur la base américaine de Cuba. Vous racontez votre parcours incroyable dans ce livre, Prisonnier 325, Camp Delta aux éditions de Noël. En juin 2001, vous êtes parti dans les camps d'entraînement en Afghanistan et vous avez été capturé par les Américains. On va raconter tout ça. Ils vous ont transféré dans ce qu'on a appelé donc la prison la plus secrète du monde, ouverte le 11 janvier 2002. En tout, vous avez passé 4 ans et demi, Nizar Sassi, derrière les barreaux, dont 30 à Guantanamo. Vous êtes en liberté en France depuis le 9 janvier et en attente de votre procès. On va revenir sur tout ça. À vos côtés, vous êtes accompagné de votre avocat. Bonsoir, Maître Bourdon. Bonsoir. Vous êtes un avocat au barreau de Paris et vous êtes surtout l'un des grands spécialistes français des droits de l'homme et des questions internationales. Donc vous allez pouvoir nous raconter en parallèle ce qui s'est passé. Avant de nous raconter ce qui s'est passé à Guantanamo, Nizar Sassi, comment se fait-il qu'un jeune homme, on se pose cette question-là avant de vous entendre, normal entre guillemets, qui vit à Vénissieux, se retrouve en Afghanistan dans des camps d'entraînement? Qu'est-ce qui fait que vous passez de Vénissieux en Afghanistan? Alors avant de vous retrouver à Guantanamo, mais c'est quand même cette question-là qu'on va vous poser pour commencer. Bon, déjà, on va replacer les choses dans le contexte. En 2001, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Entre 2001 et 2006, il y a énormément de choses qui sont passées. C'était avant le 11 septembre, voilà, évidemment. Exactement. Donc, en même temps, il y a un contexte, certes, qui est particulier depuis, mais il faut que vous nous expliquiez quand même ce que vous faisiez dans des camps en Afghanistan et des camps tenus par Al-Qaïda. Donc, il faut quand même qu'on comprenne ça, Nizar Sassi. Ouais, à cette époque-là, en fait, Al-Qaïda, j'ai jamais entendu. J'ai entendu ça après le 11 septembre. Et tout part d'une passion que j'avais pour les armes. Une passion pour les armes. Voilà, une rencontre que j'ai faite sur Vénissieux. Donc, c'est le point commun que j'avais, moi et la personne qu'on avait rencontrée. À Vénissieux, chez vous ? Et c'est un enchaînement de... Vous étiez quoi, un jeune homme qui était un peu paumé et non. Non, non, pas du tout. J'avais ma vie, je travaillais. Vous faisiez quoi? J'étais agent de médiation, en fait, à Vénissieux. À Lyon, à côté, enfin à Vénissieux. Mais qu'est-ce qui fait que dans la tête, encore une fois, j'aimerais juste comprendre ça, vous vous racontiez le reste, c'est ce que vous avez vécu avec Guantanamo. Qu'est-ce qui fait que vous êtes agent de médiation à Lyon? Certes, vous avez peut-être une passion pour les armes. Vous faites embrigader d'une certaine manière pour partir en Afghanistan. Ça n'arrive pas à tous les jeunes médiateurs à Lyon qui partent comme ça parce qu'ils ont une passion pour les armes. En Afghanistan, ça veut dire quelque chose. Et en plus, avec un faux passeport. Donc, il n'y a rien qui vous a... Expliquez-moi ça. Ça faisait partie du jeu. C'était une aventure que je devais mener pour arriver à ça. Il fallait jouer le jeu de la personne que j'ai rencontrée. Et le faux passeport faisait partie de... Ça vous excitait d'une certaine manière? Voilà, ça excitait et ça l'importait sur le risque, en fait. Je rentrais dans un sorte de film, en fait, que je rentrais... Donc vous vouliez vivre un truc un peu... voilà, extraordinaire. Incroyable. Vous étiez quoi, religieux? Vous étiez... Non, pas forcément, j'étais... Vous alliez à la mosquée? Ouais, j'étais croyant, mais sans... Pas plus que ça. Voilà. Donc vous faites d'une certaine manière, vous rentrez dans un jeu pour aller vous éprouver, aller vivre un truc un peu exceptionnel. Voilà. Donc vous partez d'abord... C'est une sorte de défi qui m'a été lancé, et avec tout le décor, en fait. L'aventure, le risque, le voyage. L'équipe qui s'engage dans les paras... C'était l'attrait des armes et du... Voilà, votre entourage était au courant que vous alliez aller vivre ça, Nizar Sassi? Non. Vous aviez raconté à votre famille, votre mère? Ça faisait partie du... C'était entre moi et la personne, donc il ne fallait pas que je le raconte à personne. Et moi, c'était une passion que j'allais faire et que j'allais passer dessus, en fait. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc vous partez en Afghanistan, dans les fameux camps, depuis qu'on connaît. Et qu'est-ce qui se passe déjà là, avant que vous nous racontiez Guantanamo? Ça ne se passe pas du tout comme vous imaginiez. Là, vous voyez que vous avez affaire à des talibans. Il se passe quoi? En fait, c'est au fur et à mesure que je vois que les choses, c'est pas ce qu'on m'avait décrit, en fait. C'est après, bien après, avec du recul, que je vois que c'était vraiment structuré, que c'était vraiment autre chose. Mais il se passait quoi dans ces camps d'Afghanistan qui étaient quand même, a priori, là pour former des gens à se jeter contre des tours? Non, en fait, à l'époque où j'étais, les gens s'entraînaient pour... Il y a des gens qui s'entraînaient pendant la Tchétchénie, d'autres qui s'entraînaient pour aller au Cachemire ou avec les talibans. Et tout ce qui était attentat, suicide et tout ça, c'était pas ce qui était à l'ordre du jour. Ça, c'est dans une deuxième partie. Mais les gens qui étaient là étaient motivés par ça, par le combat en Tchétchénie, avec les talibans ou au Cachemire. Et là, vous vous êtes dit que c'était pas exactement ce que vous veniez rechercher à ce moment-là? Moi, je suis venu pour les armes. Donc le décor m'importait peu. Ça aurait pu être... J'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre... je sais pas, un communiste de la Sibérie, ça aurait été pareil. Moi, et les armes, c'est pas ce que vous avez connu là, manifestement. Non, j'ai pas eu ce qu'on m'a dit. Non. Vous n'avez pas eu ce que vous avez dit? Non, c'était plus structuré, c'était plus camp militaire que ce qu'on m'avait dit dès que j'étais en France. Vous n'avez pas cherché à vous enfuir déjà à ce moment-là, puisque c'était pas ce que vous veniez rechercher, qu'il y avait des brimades assez fortes. Notamment, vous dites que les sanctions se résument toutes à une privation de quelques heures de sommeil. J'ai vais y goûter un jour pour avoir traîné une seconde de trop devant mon assiette. Le soir même, je suis désigné pour aller chercher de l'eau dans un puits à 1 kilomètre du camp. Une eau que je dois rapporter dans une petite cuillère sans en perdre une goutte, malgré les embûches de la nuit noire. Ça, c'est ce que vous rencontrez très loin des armes. Vous n'avez pas cherché à vous enfuir, Nizar Sassi? Non, parce qu'après, ce qui se passe, c'est que
vu que j'ai pas eu accès totalement aux armes comme je voulais. Mais il y a un deuxième défi qui s'est greffé à ça en fait, c'est que le fait de me dire que tout le monde arrive à tenir, si j'arrive à tenir ça, c'est vraiment, vivre ça voilà, aussi. je voulais me dépasser à ce moment-là. Alors, on va aller vite pour que vous racontiez bien et que votre avocat puisse raconter ce qui s'est passé à Guantanamo. À un moment donné, vous êtes donc malade, vous quittez le camp, on vous évacue vers le Pakistan. Et là, il se passe le 11 septembre. Vous êtes là, vous attendez pour essayer de rentrer en France de façon clandestine. Il se passe le 11 septembre, vous êtes dans une maison au Pakistan et vous dites vers la fin de la matinée, l'un des occupants de la maison se met à appeler en criant, les mots se bousculent, j'entends New York, World Trade Center, Tours, avion, nous sommes le 11 septembre 2001. Et donc là, vous êtes au Pakistan et là, vous vous rendez compte que ça va être compliqué pour vous, quoi. En fait, c'est pas au Pakistan, on était encore en Afghanistan, En Afghanistan, on n'est pas loin de la frontière. Et on attendait le guide en fait. Après, on attendait le guide pour pouvoir quitter le Pakistan, pour pouvoir quitter l'Afghanistan, parce qu'il faut passer par un guide. Et comme vous l'avez bien dit, ça s'est passé comme ça. Il y a un gars qui écoutait la radio et d'un coup, il entend rentrer le Center, les avions et tout. Et là, on commence à réaliser qu'il y a quelque chose de gros qui s'est passé aux États-Unis. Donc là, je comprends que les choses se compliquent. Donc on va arriver à Guantanamo assez rapidement. Là, vous êtes arrêté par les forces américaines. Vous dites, je ne m'attendais pas à des colliers de fleurs en arrivant. J'avais raison, les GI montent nous chercher un par un dans l'avion. Lorsque mon tour arrive, je suis traîné, encore enchaîné à la sortie. On me met une cagoule sur la tête, on me balance dans l'escalier, je m'écrase sur le béton de la piste. Un GI écrase aussi sa ranger sur la tête d'un prisonnier. Parce qu'à ce moment-là, personne ne savait vraiment où vous étiez. Donc déjà, tout était permis à ce stade-là. Hein, c'est ça, maître. Absolument. Quand l'armée américaine mène son offensive en Afghanistan, Ouais. elle a une mission qui d'ailleurs une mission qu'on peut comprendre, qui lui est donnée par le traumatisme de l'opinion publique américaine, qui est de démontrer sa capacité à rafler le maximum de terroristes en un minimum de temps. Donc dans les raies très larges de l'armée américaine, il y a sans doute des vrais suspects de terrorisme qui méritent d'être arrêtés. Ouais. Certainement, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, aujourd'hui, il n'y a que 10 personnes qui sont mises en examen, inculpées à Guantanamo sur 600. C'est quand même un grand succès des services d'enquête américains. Et dans les filets d'armée américaine, il y a des jeunes Français un peu égarés, un peu perdus, comme Nizar Sassi, et qui sont embarqués dans un cauchemar qui va durer une éternité. L'éternité, c'est à Guantanamo notamment. Vous arrivez, vous dites c'est là où on vous met une tenue orange, comme on a vu les images, la grosse paire de lunettes totalement opaque. Vous dites on me sort sans ménagement, on me fait monter dans un bus, on m'attache les menottes à une barre fixe au sol. Et là, c'est ma fête, je suis roué de coups, un GI me pisse dessus. Comment vous réagissez à ce moment-là? Un instinct de survie en fait. C'est dire qu'il faut que je vive, c'est tout. Le reste, ça importe peu. Vous y restez 30 mois, les brimades sont monnaie courante, pas un jour ne passe sans que des incidents éclatent entre tenus et gardins, il y a des bagarres terribles, lorsqu'un détenu refuse de sortir de sa cage, les Américains font entrer les chiens, d'autres fois ils arrivent à 5 en tenue de combat, ils commencent à asperger le détenu de gaz lacrymogène à travers le grillage, puis il ouvre la porte, se jette sur le type en le coinçant avec un bouclier contre la paroi, après c'est la déverrouillée générale. Les violences physiques, c'était le sort continu que vous avez vécu là-bas à Guantanamo? Ouais, c'est le régime normal, on va dire. C'est-à-dire le régime normal. Racontez-nous votre quotidien là-bas. Le quotidien, c'est une cellule d'1 mètre 80 sur 2 mètres, un lavabo et des toilettes. Et une sorte de barre en ferraille qui nous sert de lit, un Coran, et c'est tout. 15 minutes, 2 fois 15 minutes de promenade par semaine, ça fait 24 heures en un an. Et le reste, c'est un combat perpétuel contre soi-même, contre les Américains, contre les psychologues américains qui sont là. Qui veulent aussi, pour la bonne cause, essayer d'obtenir des informations de vous et des pseudo-terroristes. C'est ça quand même la réalité, maître. C'est pas de la torture pour de la torture, c'est pour obtenir des informations de gens qui sont supposés être des terroristes, maître. Je n'ai pas dit que tous les gens à Guantanamo sont des obsédés pervers sadiques. Personne ne va penser ça, mais quand on voit le résultat, c'est-à-dire 10 personnes qui aujourd'hui suspectées de terrorisme, sur plus de 600 personnes qui ont été arrêtées, je le dis, les interrogatoires qui ont été menés n'avaient pas pour objet d'obtenir des informations, puisque ça aboutit à cet échec magistral. Ils étaient faits pour faire craquer, non? Ça avait pour objet d'abord de faire la démonstration publique auprès de l'opinion publique américaine que l'État américain avait repris les commandes et la main sur... Donner une image forte. Voilà, absolument. Bon. Et ça, on peut le comprendre d'une certaine façon. Alors, moi je dis que Nizar et bien d'autres, de ce point de vue, est une victime collatérale de la lutte contre le terrorisme, dont je comprends bien qu'elle est extrêmement difficile, extrêmement exigeante, mais je crois qu'en même temps, la lutte contre le terrorisme n'exige pas que les démocraties se barbarisent comme la démocratie américaine est en train de le faire. Là-bas, vous-même, vous avez vécu des humiliations fortes. On a vu ici en France, et notamment grâce à Newsweek, tout ce qui s'était passé par exemple autour du Coran, ce Coran qui avait été piétiné, jeté je crois, dans les toilettes. Vous avez vécu ça dans le livre, vous racontez comment par exemple des femmes, soldats, humiliaient les gens de confession musulmane, notamment en mettant leurs mains dans leurs culottes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et en mettant sous le nez
des musulmans qui étaient là-bas, un doigt plein de sang puisqu'elles étaient en période. Ça, vous l'avez vécu, vous l'avez vu? Ouais, je l'ai vu. En fait, ils s'attaquaient surtout aux détenus qui venaient du Moyen-Orient. Nous, vu qu'on venait d'Europe, on avait une approche avec les femmes, donc on a vécu avec les femmes. C'est pas nous, les gens du Moyen-Orient, la plupart ils ont vu leur sœur, leur mère avec un voile, donc ils se servaient de ça. Savoir que tout est permis, ils ont tous les droits, les interlocuteurs ont tous les droits pour récupérer des informations, tous les droits, c'est-à-dire de la femme jusqu'à la torture la plus atroce, s'ils sentent en vous des renseignements. Maître, comment vous avez fait pour le faire sortir de là? Puisque c'est quand même ça la question qu'on a envie de savoir. Vous êtes resté 30 mois dans ces conditions. Comment vous avez fait pour le faire sortir de là? Bon, ça serait bien inutile de ma part de dire que j'ai eu un rôle décisif dans le fait que Nizar Sassi a quitté Guantanamo. Il y a eu toute une dynamique, au sein de laquelle les avocats ont joué évidemment leur partition. Le gouvernement français s'y est mis. Il y a eu aussi, il faut le dire, toute la communauté internationale, toutes les institutions internationales, la Croix-Rouge, on l'a vu, qui exceptionnellement par rapport à son histoire obsessionnelle de neutralité, va être beaucoup moins discrète que d'habitude. C'est dire que c'est véritablement ce qui s'est passé à Guantanamo est hors norme et correspond à une sorte de trou noir judiciaire. Donc la première étape, effectivement, c'est son rapatriement vers la France. Mais ici, il faut tout de suite dire que, à la différence des ressortissants suédois, danois, espagnols et anglais, les jeunes Français ont été immédiatement réembastillés. Remis en prison, Voilà. libérés le 9 janvier 2006. Alors que les jeunes Anglais et les jeunes Suédois étaient restés parfois dans les camps d'entraînement beaucoup plus longtemps. Donc il y a eu d'évidence un deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, vous comprenez que pour l'opinion publique, on a envie de savoir s'ils ne sont pas allés, s'ils n'avaient pas fait quelque chose. C'est normal que derrière il y ait une enquête. Enfin, là-dessus, mais l'enquête c'est une chose, la détention c'en est une autre. Fort heureusement que les deux ne s'additionnent pas systématiquement et mécaniquement. Donc là, il y a un procès? Il va y avoir un procès. Nizar Sassi a été mis en liberté il y a quelques semaines, comme vous l'avez rappelé. Il va y avoir un procès peut-être avant l'été. Et je vous le dis, sans excès de confiance, vraiment sans excès de confiance, nous avons bon espoir que le tribunal relaxe Nizar Sassi. Il doit le faire et ne fasse pas l'amalgame, comme aujourd'hui d'aucuns peuvent être tentés de le faire, entre une erreur de parcours, qui peut se comprendre, qui a des raisons multiples et complexes, et puis le fait de basculer dans l'antisémitisme terroriste. On n'en a rien à voir. On a bien compris. Pour terminer, vous faites quoi aujourd'hui, Nizar Sassi? Vous êtes réinséré dans la société? Ouais, j'ai repris un petit travail là, mais c'est plus pour remettre les pieds à l'étrier, pour essayer de reprendre des habitudes tous les jours. Se lever le matin, avoir des responsabilités, ne serait-ce d'avoir une carte bleue et d'avoir un compte. Mais parfois c'est dur, il y a des moments de blocage, mais on essaie de reprendre.